This will look really like the First World War. Pas sortir la tête, c'est beaucoup trop dangereux. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous emmène avec moi en Ukraine pour vous parler d'un conflit, la guerre du Donbass. Ça fait plusieurs années déjà, plus de 6 ans, qu'il y a une guerre tout à l'est du pays. On en a beaucoup parlé au début, mais maintenant beaucoup moins. La situation stagne, c'est quasiment devenu un conflit oublié. Je suis venu ici pour vous parler de tout ça, vous montrer ce qui se passe à seulement quelques heures de chez nous, en Europe, rencontrer les gens qui vivent dans ce conflit. On y va. Déstabiliser le pays. Est-ce que les habitants du Donbass sont les laissés pour compte de Kiev? 13 000 morts, près de 3 millions de déplacés. La situation s'est encore dégradée. L'Ukraine est l'un des plus grands pays d'Europe et pourtant il reste assez méconnu. Une ancienne république soviétique, un pays de contraste et d'une histoire compliquée tiraillée entre des influences occidentales et russes notamment. C'est aussi un pays multilingue, mais on y parle en particulier l'ukrainien et le russe. On connaît sûrement l'Ukraine pour Tchernobyl, les Femen, sa terre noire fertile ou encore son borsch, cette bonne soupe de betterave. Mais on sait moins que depuis 2014, le pays est victime de la seule guerre active sur le continent européen. Pour comprendre ce conflit, il faut remonter aux événements de la révolution de Maïdan à l'hiver 2013-2014. Maïdan, ça veut dire place, et ça fait référence à la place de l'indépendance dans la capitale à Kiev. En novembre 2013, l'Ukraine était sur le point de signer un accord d'association avec l'Union européenne. Mais le président, à cette époque, le très autoritaire et corrompu Viktor Yanukovych, s'y oppose au dernier moment pour renforcer les liens avec la Russie de Vladimir Poutine. Grande déception dans la population. Et tout de suite, Maïdan est occupé par des manifestants d'univers différents. Des citoyens, des étudiants, des opposants politiques et des groupes nationalistes. Ils se retrouvent tous unis ici face aux assauts des policiers pour exiger l'intégration européenne de l'Ukraine. Plus de liberté et de justice, moins de corruption et finalement le départ du président. Ils y parviennent au bout de 3 mois. Pendant ces 3 mois, la protestation s'est transformée en une révolution qui fascine le monde entier. Une révolution violente qui fait plus de 100 morts dans le centre de Kiev. Lorsque le président prend la fuite fin février 2014, la population découvre la dimension de sa corruption d'État à travers sa somptueuse résidence non déclarée. On estime que Viktor Yanukovych et ses complices se sont servis d'environ 40 milliards de dollars en seulement 4 ans au pouvoir. Mais pas le temps de souffler pour l'Ukraine. Dans le sud, Vladimir Poutine profite de l'état de choc pour envoyer ses forces spéciales, sans drapeau ni un signe sur leurs uniformes, pour saisir la péninsule de Crimée. Une opération éclair. Sous occupation militaire, sans opposition, inquiète de la révolution de Kiev, dont personne ne peut prédire les conséquences, la Crimée devient russe lors d'un référendum contesté. À ce jour, aucun pays, à part quelques exceptions au monde, n'a encore reconnu cette annexion illégale. Russian aggression in Europe recalls the days when large nations trampled small ones in pursuit of territorial ambition. 17 марта в Крыму состоялся референдум. Он прошел в полном соответствии с демократическими процедурами и международно-правовыми нормами. Et ça ne s'arrête pas là pour l'Ukraine. Des troubles éclatent dans plusieurs régions du pays, notamment à l'Est, à cause du grave appauvrissement, mais aussi la nostalgie d'une époque soviétique idéalisée, la propagande russe et une peur irrationnelle de la révolution de Maïdan, des populations descendent dans la rue. Elles sont aidées par des unités spéciales russes pour attiser les tensions, exiger la séparation de l'Ukraine et potentiellement le rattachement à la Russie. Des groupes séparatistes soutenus par la Russie créent les républiques de Donetsk et Louhansk. Il n'y a pas de force armée russe dans l'est de l'Ukraine. Il n'y a ni force spéciale, ni instructeurs. Pour Kiev, pas question de répéter le scénario de Crimée. Alors des volontaires pro-ukrainiens prennent les armes. Dans l'est du pays, dans le bassin minier du Donbass, les troubles se transforment peu à peu en un conflit militaire meurtrier. Et la guerre réapparaît sur le continent européen.
En pratique, l'Ukraine fait la guerre à la Russie, mais pas directement. Quand on parle de la guerre du Donbass, on parle de guerre hybride, parce qu'elle n'est pas que militaire. Elle est aussi économique, médiatique et donc évidemment aussi sur Internet. Pendant l'été 2014, cette guerre devient totalement hors de contrôle, à tel point qu'un Boeing, le Boeing MH17 de Malaysia Airlines, est abattu au-dessus des territoires séparatistes. 298 personnes y perdent la vie, des personnes qui n'avaient rien à voir avec cette guerre. Evidence indicates that the plane was shot down by a surface-to-air missile that was launched from an area that is controlled by Russian-backed separatists inside of Ukraine. La Russie est pointée du doigt, même si elle nie son engagement dans le conflit. Il a fallu des années à la justice internationale pour prouver que le lance-missile appartenait bien à l'armée russe. Il a probablement été activé par erreur pour abattre l'avion, une erreur fatale que la Russie ne reconnaît pas. Pour tenter de calmer la situation, la France, l'Allemagne et d'autres puissances s'impliquent pour entamer un processus de paix en signant des accords à Minsk. En 2015, la ligne de front se stabilise, les négociations de paix stagnent et la guerre cesse peu à peu de faire les gros titres. Depuis, les affrontements entre les deux camps se sont calmés. Nous, de notre côté, on a quasiment oublié ce qui s'était passé ici, mais la guerre continue. Je tiens à préciser que je me suis rendu uniquement sur les territoires contrôlés par les Ukrainiens. C'est compliqué d'accéder de l'autre côté du conflit et ça l'est encore plus maintenant avec la pandémie. D'un blindé de l'armée ukrainienne pour aller rejoindre une base. On est équipé, on va marcher je sais pas combien de temps, mais pas très longtemps je pense, et pour rejoindre les tranchées. Nous venons d'arriver en première ligne, là où l'armée ukrainienne retient en quelque sorte les séparatistes. Ils sont seulement à quelques kilomètres, même quelques mètres juste devant nous, là devant moi. On n'est pas très loin d'une grande ville principale de ce conflit, Donetsk. Now we are on the positions of armed forces of Ukraine, like regular armed forces of Ukraine, in front of Donetsk. And now we're in the tunnel between the trenches. Here is like storages, living rooms, and the kitchen. They live here, like underground. Меня зовут Андрей, я командир подразделения. Мы находимся на войне. Позицию сказать не могу. На войне я нахожусь уже почти 5 лет. Призвался я поздно, в 16 году. Пришел добровольцем и сразу на контракт. Где мы находимся, там мы проживаем, готовим пищу. Здесь у нас мы сделали летний душ. Ну, по игре Stalker каждое помещение у нас подписано, это у нас лаборатория X16. Но это обыкновенный летний душ, мы здесь купаемся летом.
Здесь у нас помещение, мы храним овоща. Тоже подписано по игре лаборатория. Kilometers of trenches, all 420 kilometers of front line looks almost like this. No, he's small and he can just walk straight. Yeah. I'm tall. C'est vraiment rempli de tunnels et de passages comme ça. Сделано так, вот и воды. Когда идет сильный дождь, самая нижняя точка сделана. Вода сходит сюда, и мы никогда не топчемся в воде. Что, грязи нет, потому что был материал, мы сделали окопы и обшили. Для нас это удобно. Для этого ничего не было, делали мы сами. Противник не простреливает. Тут у нас находится рядом противник, даже если будет стрелять, бруствер держит пулю, и мы глубоко находимся. Бункер замаскирован. Вот этот бункер сделанный, там несколько накатов для нашей безопасности, чтобы удержать минометный обстрел. La ligne de front, elle fait 500 km. Ils sont face à face dans beaucoup d'endroits comme celui-ci. Et ce qui est assez ouf, c'est de se dire que tout ça a été créé à la main, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de bulldozer ou de grosses machines. Bon, ils travaillent évidemment avec des outils genre marteau-piqueur, etc. Mais tout est créé à la main pendant les combats. Des positions comme celle-ci, il y en a environ 100 метров. What did you say? Enemies 100 meters from here. 100 meters from here. On est à 100 mètres seulement de l'ennemi, des positions ennemies. Et là, on va utiliser un télescope pour pouvoir regarder, pour pas sortir la tête, c'est beaucoup trop dangereux. Donc il a un télescope fait maison, mais qui marche bien. Укрепление полностью в ОП, а сюда выходит ближе позиция стрелков. Они намного ближе сюда выходят к нам. Они пытаются пройти по той стороне водоема, но не получается, правда, у них еще ни разу. Они выходили, мы наблюдаем через теплик, видим, отработали, они ушли в посадку. И все. Но ближе они выходили сюда на 100 метров. Ils sont aussi dans des tranchées et il y a aussi un bunker qui est à cet endroit-là. J'imaginais qu'il y avait quand même 1 kilomètre entre les deux camps, mais en fait apparemment il y a des endroits où ils sont très proches. Several days ago it was died soldier from sniper. Là on est dans une position beaucoup plus souterraine où les snipers sont en face. C'est pour ça qu'il y a toutes les fenêtres qui sont barricadées, il y a juste quelques meurtrières. Pour pouvoir observer en toute sécurité, ils ont créé plusieurs petits périscopes un petit peu fait maison mais qui marchent très bien et qui permet en fait de pouvoir regarder l'horizon sans sortir la tête. Вот у нас такой перископ. Это у нас очень вкусно готовит. В данный момент мы находимся здесь, просто наблюдаем. Противник периодически нарушает договоренность, хотя у нас есть сейчас перемирие, ну противник нас обстреливает. Тут недалеко находятся их позиции. Да. Ну, мы пока не отвечаем. Добро не получили, мы всего лишь спостерегаем за данной ситуацией. И все. Но если до противника 100 метров и противник стреляет, конечно, здесь опасно. Aujourd'hui, on compte plus de 13 000 morts depuis le début de la guerre. Plusieurs accords de cessez-le-feu ont été mis en place mais pas respectés.
Depuis début 2015, la guerre s'est stabilisée grâce à un accord signé par les deux camps. Une ligne de front est tracée, les deux camps maintiennent leur position, mais les affrontements continuent. Selon l'OSCE, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe qui observe le conflit sur place, il y a toujours des violations. Mais nettement moins depuis ces 6 derniers mois grâce à un renforcement du cessez-le-feu. Voilà, on va passer la nuit plusieurs jours dans les tranchées et donc du coup pour ça, eh bien on dort dans une chambre qui est creusée sous terre. Je vous montre à quoi ça ressemble. On est 4 personnes à l'intérieur. Je vais enlever ça. This will look really like First World War. They stay here for the years on this position. Of course, units are changed time to time, but the position the same. From 2015, I guess, 5 years, from 6 years of the war. Усталость есть от войны вообще и от работы? Не, как, ну если по чуть-чуть работать, то, конечно, усталости нема. От войны, да, то надоедает вот это все. Вот это бытовуха, вот это одно и то же каждый день. Не как от самой войны, а как от вот этого бытовухи. То все это на одном месте, это постоянно. Это надо привыкнуть. Donc là vous voyez l'ambiance de nuit. On est un peu plus en arrière de la base et maintenant on va bien manger quelque chose. Ils nous ont préparé 2 petites soupes je crois et du thé. The guy on his closed door at the lace to protect us for enemies who can came here and kill us. He just told the story. Just kill soldiers, like silently at the night. Il y a quelque chose de particulier dans cette guerre dont je n'ai pas encore parlé. C'est l'implication des combattants volontaires. On en retrouve dans beaucoup de conflits, mais ici, ils ont eu un rôle important dès le début de la guerre, pour différentes raisons. Du côté séparatiste, ce sont des représentants locaux, des volontaires russes et étrangers très encadrés par des soldats envoyés par Moscou qui se sont mobilisés. Du côté ukrainien, des bataillons volontaires pro-ukrainiens se sont formés parce que l'armée régulière était trop faible et peu réactive au début. Il en existe beaucoup et dans ces groupes de volontaires ukrainiens, on compte aussi des groupes affiliés à l'extrême droite. Ils ne représentent pas tous les combattants, loin de là, mais ils font beaucoup parler d'eux. Avec l'évolution du conflit, certains bataillons ukrainiens se sont transformés en unités de combat affiliées à l'armée régulière, tandis que d'autres ont continué de leur côté. À l'inverse des hommes de l'armée dans les tranchées qui sont parfois épuisés par tout ça, ces gens-là sont patriotiques, nationalistes et très motivés. Контакт! Контакт! Ok, не спеши, не спеши, не спеши, не спеши. Je suis allé rendre visite à l'un de ces groupes de volontaires, qu'on appellera les Wolves. Ils sont dirigés par un redoutable combattant, De Vinci. Il a 24 ans et c'est le chef de la compagnie. Il a quitté son quotidien au début de la guerre quand il avait 18 ans.
Ну, до війни я багато чим займався. Я був футболом займався, спортом займався, легкою атлетикою, байдарки, каноя. Я вчився в художньому ліцеї, тому і позивний Да Вінчі. У 2015 році мене назначили в лютому місяці командиром роти. І з того часу я, і по цей час, командир 1-ї окремої штурмової роти, яка воювала на всіх гарячих точках, яка приймала участь в одних таких і самих ожесточених боїв. Молодець, тікаємо. Дай! Лягай! Лягай, Влад, сюди! У мене завжди був прикладом мій прадід, який воював в Українській повстанській армії. Їм в ті часи набагато було важче воювати проти німецько-фашистської армії, а також проти комуністичної влади, Червоної армії. Чому ти на війні, чому ти воюєш? Ну, це якби більше діло принципу доказати, що ворога треба знищувати силою. Така риторика, яка зараз у нас іде в нашій країні, при теперішній владі, що з Росією треба миритися, а ворог, який нападає на тебе, який знищує твоїх близьких, твоїх побратимів, коли гине батько і гинув всі ці роки, коли хтось втрачає сина на війні, і безнаказано з цими ворогами домовлятися не можна. І тільки силою, і тільки повністю звільненню всіх наших окупованих територій ми зможемо доказати, що ми українська самостійна соборна держава. C'est difficile d'évaluer le nombre de volontaires, mais on estime que 350 000 femmes et hommes ont combattu. Aujourd'hui, beaucoup de volontaires ont abandonné les armes, lassés par ce conflit qui ne fait que s'enliser. Cette guerre touche malheureusement aussi les civils. Des habitations, des bâtiments, des villes entières même ont été détruites dans cette région qui était avant très peuplée. On croise des ruines tout au long de notre trajet, et il y a eu beaucoup de victimes. Parmi les 13 000 morts au total dans le conflit, plus de 3 000 sont des civils. C'est le conflit le plus mortel de ces 20 dernières années en Europe. Près de 1,5 million de personnes se sont déplacées. Et puis, il y a ceux qui ne peuvent pas partir ou qui décident de rester, et qui continuent à vivre leur vie dans ces nouvelles conditions. Nous venons d'arriver dans un point de passage légal entre les deux zones. Il n'en existe pas beaucoup tout au long de la ligne de front, moins d'une dizaine, et parfois certains ferment, certains ouvrent, ça dépend un petit peu de la situation. C'est un endroit très important parce que c'est là où les civils peuvent traverser en toute légalité et en sécurité les deux zones. Il faut bien vous dire, comme on l'a expliqué, que cette guerre a séparé des régions totalement en deux. Par exemple, il y a des gens qui habitent de l'autre côté mais qui travaillent en Ukraine. Donc tous les jours, ils doivent traverser la frontière. C'est une zone de tension, donc c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de contrôle d'identité, contrôle des bagages, on fait passer les chiens, etc.
this line consists of people who wants to go to occupied side, to occupied part of Luhansk region. Les citoyens ukrainiens, c'est ce qu'on est en train de voir, ils peuvent traverser avec des passeports et des permissions. De l'autre côté du pont se trouvent en fait les parties occupées par les séparatistes et moi je peux pas y aller parce que je ne suis pas citoyen ukrainien. Donc je peux pas vous montrer à quoi ça ressemble. Par contre Dima, lui, vu que c'est un citoyen ukrainien, il va pouvoir y aller et je vais lui donner une caméra et il va pouvoir nous montrer à quoi ça ressemble. This is the camera. Right here. It's out of focus, nothing. Yeah, nothing. Zoom here. So you are ready? Yes, I am ready. Wish me good luck. See you. I'm coming closer and closer. By the way, all the territories on the side of this safety passage are full of landmines. So now I have successfully made the half of the way. Here is the bridge. Another side. And somewhere there, my dear Julian wait for me. Here is Julian. He's not worrying about me. Here is the flag of Ukraine, the last one on this side. And here is the flags of so-called Lugansk People Republic and their soldiers right over here. These guys going back home. Mission complete, my Swiss ball. Il n'y a pas beaucoup de points de passage comme celui-ci, 5 uniquement. En général, il faut compter plusieurs heures pour les traverser. Et souvent les conditions sont rudes. En hiver comme en été, les températures sont extrêmes pour les plus fragiles. En plus, à cause de la pandémie, plusieurs points de passage ont été fermés, ce qui rend la situation pour les civils encore plus compliquée. L'ONU estime que 3,4 millions de personnes ont besoin d'aide humanitaire dans la région. Avant de partir, on va rendre visite à Lila et son mari Vevo. Ils vivent au rythme de la guerre depuis le début. Leur maison est à côté des tranchées. Ils l'appellent même la dernière maison de l'Ukraine. Дом у нас хороший, вокруг война у нас, и мы боимся. До войны, когда мы купили этот дом был первый, когда въезжаешь в село. Это была остановка, это был стадион, где дети игрались. И это была цивилизация. В 2014 году за одну секунду это стал дом не первый, а последний. Сейчас мы живем на позициях, на окопах. И это край земли. А бывает ли тебе вот из-за этого страшно? Да, конечно. Конечно, мне страшно. Разве на войне не страшно? Я надеюсь, что светлое будущее. На этом свете или на том. Человек живет надеждой. Все. Ну, а если, типа, как-то конкретнее, ты можешь, ну, типа, чем должна закончиться эта война? Ну, все войны заканчиваются рано или поздно. Дай Бог, чтобы при нашей жизни это было. Миром. Ну, я надеюсь на это. Зачем? Я ненавижу войну. Я ненавижу оружие. Зачем? Война зачем? Мы же нормальные, цивилизованные люди, правильно? Надо договариваться.